présenter quelque chose quand même devant vous, surtout après ce petit discours que je vais faire. Je vais présenter les problématiques de la région du Guidimaka après ce petit discours que je vais faire. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu alayhi nabi karim. Madame la déléguée aux relations extérieures et à la coopération internationale chez l'agence de l'eau à Dourgaron, Monsieur le président de l'association de Corail, Madame la chargée de mission en Afrique, chargée de l'Afrique de l'Ouest chez Cités Unies France, Messieurs les coordinateurs, chers compatriotes, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui d'être avec vous dans cette salle pour discuter avec vous sur le projet de politique de gestion intégrée de la ressource en eau, communément appelé GIR, dans un premier temps, et de la présentation des grandes lignes de la stratégie de croissance régionale accélérée et de prospérité partagée dans un deuxième temps. En effet, depuis plus d'un an, notre région est en discussion avec l'ONG Corail, avec qui nous avons signé une convention pour une assistance technique dans le cadre du développement de cette approche et son financement. Compte tenu de la place que notre diaspora occupe dans le développement socio-économique de notre région, nous avons jugé nécessaire d'effectuer le déplacement et venir faire la présentation du projet devant les potentiels bailleurs de fonds et pour vous aussi recueillir et intégrer vos préoccupations par rapport à ce projet. Chers compatriotes, votre présence dans cette salle est capitale pour nous. Aujourd'hui, malgré vos agendas respectifs très chargés, vous êtes venus échanger avec nous pour contribuer au développement de cet important projet qui permettra certainement d'améliorer les conditions de vie de nos populations. La contribution de la diaspora au développement socio-économique de la région du Guidimaka est réelle. Malheureusement, à notre connaissance, il n'y a pas de données fiables qui définissent la masse monétaire transférée annuellement aux ménages et les projets de développement socio-économique que la diaspora finance. Depuis les années 60, la France fut la première destination des milliers de jeunes. La diaspora ainsi constituée fut et continue à être la principale source de revenus des familles et de leur communauté. En effet, sur le plan familial, c'est la diaspora qui envoie mensuellement ou trimestriellement la ration alimentaire de la famille, ainsi que les autres dépenses liées au fonctionnement et à l'organisation de la famille, telles que la construction de logements de la famille, les frais d'exploitation des champs, de culture, etc., etc. Sur le plan communautaire, jusqu'à une date récente, la diaspora constitue la principale source de financement pour la construction des mosquées, la construction des clôtures des cimetières, la construction des écoles, la construction et équipement des postes de santé, avec le recrutement et logement du personnel et leurs charges. La réalisation des forages en vue d'assurer l'approvisionnement en eau potable de leur communauté. Depuis quelques années, avec l'engagement de l'État à travers le renforcement des services sociaux de base, notamment dans la construction et l'affectation du personnel dans les établissements scolaires et les formations sanitaires, la diaspora s'oriente maintenant vers des projets structurants dans le domaine de l'agriculture, l'embauche bovine, l'élevage qui est l'embauche bovine, la pisciculture et l'aviculture. L'objectif poursuivi par les ressortissants de chaque localité étant d'assurer la sécurité alimentaire de leur communauté. Malheureusement, tous ces projets sont montés sans études préalables et la mise en place des règles et procédures de gestion. Dans bien des cas, les projets sont montés sans aucun lien avec le plan de développement régional. C'est en tenant compte de tout cela que nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette salle pour discuter des grandes lignes
du plan de développement de notre région, incluant la problématique de la ressource en eau depuis sa disponibilité, sa répartition et ses différents domaines d'utilisation, à savoir les ménages, l'agriculture, l'élevage, etc., etc. Avant de terminer, permettez-moi de remercier très sincèrement l'ONG Corail et à travers lui son président Alain Thiédéré, qui depuis un an est à pied d'œuvre pour l'aboutissement de cet important et précieux projet. Et qu'il me soit permis aussi de remercier Mme Valérie Baèche d'avoir effectué le déplacement pour assister à cette rencontre. Je salue également la présence de Mme Florence qui représente Cité Unie France ici. Aux organisateurs, plus précisément à Issa Masega et à Bouba Keïta, je vous dis vraiment merci pour leur engagement et tous ceux qui ont participé de loin ou de près. À vous tous présents dans cette salle, je vous dis merci pour l'intérêt que vous accordez à nos travaux. Merci. Si on ne planifie pas ce qu'on a planifié pour échouer. Et donc, nous, depuis que nous étions élus au conseil régional, la première des choses, c'était de faire un plan de développement de la région. Et c'était une politique du gouvernement qui demandait, il y a d'abord un plan qui a été fait au niveau national, qu'on appelle la stratégie nationale ou la stratégie accélérée de prospérité partagée. Donc, on a demandé à chaque région de faire un plan de développement qu'on appelle la SCRAP et qui se définit comme la stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité partagée. Et donc, cette stratégie, elle repose sur 3 axes. Le premier axe, c'est le développement économique. Le deuxième axe, c'est le développement des services sociaux de base. Et le troisième axe, c'est la gouvernance. Donc, cette stratégie se définit autour de ces 3 axes. Et nous allons, pour faire quelque chose, il faut connaître d'abord l'environnement. On ne peut pas planifier quelque chose si on ne connaît pas l'environnement dans lequel on va planifier. Les données sur la population, les données sur... Donc, les données d'abord sur la population. Et ça, c'est depuis quelques années, ces données de la population étaient disponibles. Mais il y a eu un recensement tout récemment qui a été fait au niveau de la Mauritanie, où le Guinée-Maka, il y a à peu près 354 000 habitants contre 315 000 habitants il y a à peu près une dizaine d'années. Le Guinée-Maka est représenté comme la wilaya la plus pauvre du pays. 48% de la population est pauvre. Et ce taux de pauvreté n'a pas changé entre 2014 et 2019. En 2012, c'est 48,6%. En 2014, c'était à 48%. La pauvreté ne se définit pas seulement par rapport à la monnaie. Elle peut se définir par rapport à beaucoup d'autres choses, notamment à l'accès à certains services, l'eau, l'éducation. C'est la pauvreté multidimensionnelle qui fait que certains services, quand on définit la pauvreté et que ça manque, vous êtes considéré comme pauvre et ce n'est pas le problème d'argent seulement qu'on est pauvre. Et c'est l'une des régions où le taux de scolarité est le plus bas au niveau de la Mauritanie. On peut dire que l'enseignement, le préscolaire est pratiquement inexistant et
l'enseignement original, il a toute sa place au niveau de l'éducation, au niveau de la Mauritanie, du Guinée-Maka. En termes de santé, on dira que 64,7% de la Mauritanie, du Guinée-Maka, de la population du Guinée-Maka, utilise les services curatifs dans un rayon de 5 km. La mortalité infanto-juvénile, elle est passée de 60% à 44% pour 1000. Et le taux d'accouchement assisté est relativement faible. Accouchement assisté, cela veut dire qu'une femme qui va au niveau des formations sanitaires, elle est assistée par un personnel qualifié. Et vous savez que le taux de mortalité est très élevé, donc il faut que ces femmes qui arrivent au niveau des formations sanitaires, qu'elles accouchent entre les mains des personnes qualifiées, et nous ne sommes qu'à 54% en 2020 des femmes qui accouchent avec un test. Les consultations prénatales, elles diminuent. Consultation prénatale, quand une femme est enceinte, pour qu'elle soit suivie, il faut que cette femme fasse 4 consultations depuis la conception, depuis le jour où le diagnostic de la grossesse a été fait jusqu'à l'accouchement. Il faut qu'elle fasse 4 consultations prénatales auprès du personnel qualifié, et ce n'est que 54% des femmes qui font 4 consultations prénatales. Les données économiques, l'agriculture, on dit que 63,4% des ménages pratiquent l'agriculture. Et le potentiel agricole au niveau de la Mauritanie, du Guinée-Maka, il est de 70 000 hectares qui sont cultivables, et dont plus de 55% dans le secteur pluvial, c'est-à-dire sous pluie, la culture sous pluie. Vous avez la culture sous pluie, vous avez la culture de décrue, vous avez la culture après barrage et la culture d'irrigation. Donc, mais nous avons un potentiel de 70 000 hectares. Et quand on verra plus loin, et pour ce qui est de l'élevage, il y a à peu près 68% de la population qui pratique l'élevage. Donc ça, ce sont des secteurs productifs. Pour ce qui est de l'aviculture, il y a l'aviculture traditionnelle, c'est-à-dire que les quelques familles, ils élèvent des poulets qui sont dans la famille, dans la basse-cour, mais depuis quelque temps, on voit, surtout par rapport à vous, les jeunes qui sont là, il y a des gens qui ont des projets d'aviculture, qui font des poulaillers dans les villages, et pour survenir à l'autosuffisance alimentaire de leur communauté. Pour ce qui est de la pêche, nous avons la pêche pluviale qui est très réduite, et avec le changement climatique, vous savez aussi que la pêche est devenue vraiment inexistante au niveau du Guinée-Maka. Toujours par rapport aux données socio-économiques, par rapport à l'environnement, on dit que 74% des ménages, 79% des ménages utilisent le bois. Vous savez, nous sommes dans une phase de désertification importante, et jusqu'à présent, presque 80% des ménages utilisent le bois de chauffe. Donc, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est en train de crier pour demander, pour lutter enfin, contre l'avancée du désert. On contribue fortement à cette désertification, dans la mesure où on utilise du bois, mais les gens n'ont pas autre chose que le bois. Il n'a pas. Pour ce qui est de l'hydraulique, 57,2% de taux d'accès à l'eau potable au niveau du Guinée-Maka. Et sur les 500 localités, on dit qu'à peu près, c'est 122 localités qui ont accès à l'eau potable. Et pourtant, c'est une région où il y a une forte pluviométrie. On disait ça tout de suite. Et malgré cette forte pluviométrie, toute cette eau se perd dans le fleuve. Il y a la pollution,
il y a des puits, des points d'eau qui sont pollués au niveau de la région. Pour ce qui est de l'énergie, sur ce qu'on vient de dire, sur les 50 et quelques localités, seulement 9 localités ont de l'électricité. Et même ça, certains, c'est avec des, des délégataires qui ne font pas régulièrement leur travail. En termes d'infrastructure, le Guinimaka, nous avons 850 km de routes bitumées, dont 117 km seulement qui sont bitumés. C'est-à-dire, quand vous regardez, c'est de Goïnit jusqu'à Gourey. C'est tout ce qui est goudronné pour le moment. Mais nous avons des projets de goudron qui existent maintenant. Il y a la route Sédibabi-Ouliengé, il y a la route Sédibabi-Khabou, qui sont quand même des routes qui ont commencé. L'une des principales activités, c'est les activités économiques. Ça repose sur le tourisme qui n'est pas du tout développé, alors que la région fait frontalier à la fois avec le Mali et le Sénégal, et ça s'ouvre sur l'espace CEDEAO, malheureusement qui est secoué maintenant par ces crises au niveau du... Donc, voilà les premiers, la situation, c'est-à-dire que la situation qui existe et l'analyse de situation ou le diagnostic pour vous dire où est l'éducation, où est la santé, où est l'eau, etc. C'est autour de tous ces problèmes qu'on vient de soulever maintenant que nous allons développer les programmes. Programme de valorisation des cultures pluviales et irriguées. Donc on disait toujours qu'il y avait des cultures pluviales et irriguées et des cultures de décrue. Et notre objectif, c'est que le rendement du sorgho, qui est très faible maintenant, et que nous allons atteindre un rendement de sorgho à 1,5 tonnes à l'hectare. Et pour ce faire, c'est de renforcer les moyens humains et logistiques de la délégation régionale, mettre en place un système d'approvisionnement et de distribution des intrants agricoles, appuyer la mécanisation de l'agriculture. Je pense que financer la recherche pour le développement des semences adaptées au contexte local. Je pense que cette année, quand même, il y a eu des efforts qui ont été faits, et si vous suivez les réseaux sociaux, je pense qu'il y a eu quand même un effort avec la mise en place au niveau du Guinimaka pour la première fois 10 tracteurs qui sont venus pour renforcer les agriculteurs en termes de mise en valeur des terres, et de créer des partenariats publics et privés. Et pour le riz, on cherche à avoir un rendement de 6 tonnes à l'hectare, et c'est la moyenne au niveau de la Mauritanie. Donc pour cela, il faut créer des partenariats publics-privés pour la mise en valeur des zones irrigables, appuyer la mise en valeur des périmètres irrigués. Parce que l'État seul ne peut pas faire tout ça. Il faut ce partenariat privé. Et les superficies, l'une des cibles encore, c'est des superficies pluviales cultivées au moins 48 000 hectares. Donc, c'est restaurer et protéger les cultures pluviales, mettre en valeur un fonds de crédit pour l'agriculture. Pour que l'agriculture soit développée, il faut mettre des moyens à la disposition des agriculteurs. Pour le maraîchage, on vise 400 hectares à mettre en valeur. Donc, il faut aussi appuyer la mise en des unités de conservation des produits maraîchers. Parce qu'il ne sert à rien que ces gens produisent des tomates ou produisent des légumes si on ne met pas en place un système de conservation des produits qu'ils produisent. Par rapport à l'élevage et à la pêche, le programme, c'est le programme de valorisation du potentiel de l'élevage. Donc, nous ciblons d'abord l'ouverture de 20
parcs de vaccination réalisés et 10 pharmacies vétérinaires implantées. Pour cela, c'est de renforcer les moyens humains et logistiques de la délégation régionale, mettre en œuvre un programme de réalisation des infrastructures santé animale. Et pour 200 hectares de cultures fourragères, si on fait l'élevage, il faut aussi que ces animaux, on sait qu'à certaines périodes de l'année, les animaux ils ne trouvent pas à manger. Ils sont obligés de partir vers le Mali, vers le Sénégal pour la recherche des pâturages et il faut favoriser la culture des fourragères, donc promotion des cultures fourragères et mettre en place un mécanisme de distribution d'aliments de bétail. Vous savez, ceux qui partent en Mauritanie connaissent le problème de Racal. Donc, c'est mettre 50 points de vente d'aliments de bétail et de supplémentation des animaux. Développer des races productives, et ça se fait maintenant aussi. Il y a des centres d'insémination. Il y a un centre d'insémination au niveau de, je crois que c'est au niveau de Sambakandji. Et on est en train de chercher un autre centre d'insémination, donc pour d'autres variétés. Mise en place des unités de transformation et de conservation du lait. Je crois qu'il y a quelques unités de conservation du lait qui existent aussi au niveau de la région. Et 5 unités déjà, on dit que sont déjà réalisées. Nous ciblons la réalisation de 5 unités. Il y a déjà, je crois, 3 unités de formation, de transformation de lait qui existent. Et toujours par rapport à l'élevage, c'est essayer de mettre en valeur les produits de l'élevage tels que la peau aussi, la peau et les cuirs. Donc faire une unité de tannage au niveau de la région. Programme de développement de la pêche, et ça s'adresse surtout à vous, les émigrés, c'est ce problème de pisciculture. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, ou dans beaucoup de villages, la pisciculture, les gens font de la pisciculture, de l'aménagement nécessaire. Donc, c'est développer la pisciculture au niveau des grands mares de la wilaya pour appuyer les populations locales pour la valorisation du potentiel de ces mares. Bon, pour la conservation de notre environnement, et vous savez qu'on vient de dire tout de suite qu'il y a des coupes abusives de bois. Ce n'est pas abusif, mais on coupe le bois pour les ménages, pour faire la cuisine. Les gens n'ont pas d'autre alternative. Le gaz n'est pas disponible. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? C'est s'attaquer aux arbres. Et il y a les feux de brousse. Les agriculteurs, quand ils vont en brousse aussi, ils mettent le feu les échappe souvent. Mais surtout les éleveurs qui vont camper dans les pâturages, ils allument le feu et c'est des espaces énormes qui sont détruits chaque année. Donc, c'est la réalisation des pare-feux, 1500 km de pare-feu et 60 000 arbres à implanter chaque année. Et ça, ce sont les AGLC, ce sont des agents locaux qui protègent l'environnement. Et quand vous partez au Guinée-Maka, il y a des endroits, des zones où il y a ces fameux AGLC, où il n'y a pas une coupe abusive du bois. Vous savez, la Mauritanie, c'est le pays désertique. C'est un pays désertique. C'est un pays où il pleut, mais c'est nous qui fournissons le bois au Sénégal, c'est nous qui fournissons le bois au Mali. C'est curieux, parce que ces gens, ils ont une législation que les gens respectent. Nous, quand tu viens au niveau du bord du fleuve, vous allez trouver que des bois sont posés, la nuit on les fait passer. Et c'est la même chose au niveau du Karakoro. Donc il y a la déforestation. Et ces agents locaux, ils sont au nombre de 25 pour le moment, ils surveillent les forêts. Et parce que les agents de forêt, ils ne peuvent pas être présents partout. D'abord, ça c'est un. Et ils n'ont pas la logistique nécessaire pour être présents partout et lutter contre la déforestation, les feux de brousse. Pour ce qui concerne l'artisanat et le tourisme, vous savez, nous avons un potentiel pour ce qui concerne le tourisme, c'est
surtout par rapport au ZICLAF. C'est la zone libre-échange en Afrique, c'est-à-dire avec l'espace CEDEAO, avec le ZICLAC, il y a des opportunités pour échanger dans le cadre du tourisme et dans le cadre de l'artisanat. Promouvoir et encadrer le commerce transfrontalier, inventorier le patrimoine touristique de la région et le valoriser. Vous savez que cette année, il y a eu des déplacements qui ont été faits. Les autorités se sont rendues à Ndiéo. Vous savez que ça, c'est une ville ancienne. Et toutes les villes anciennes au niveau de la Mauritanie, je parlerai de Walata, je parlerai de Ouadane, je parlerai de Tichit. Et tout récemment, ils ont pris une autre localité qui est Djewol. Et nous, à notre niveau, au niveau du Guidimaka, c'est Ndjéo qui est ciblé. Jusqu'à présent, on n'a pas monté encore le truc pour notre culture, pour le développement de la culture, mais aussi pour développer le tourisme, parce que c'est une ville. Apparemment, il y a beaucoup de choses. Moi, je ne connais pas, mais sur la montagne, il y a des traces anciennes qui sont là-bas. Il y a des sites touristiques qui sont là-bas, qui ne sont pas encore exploités. Et je pense que à partir de l'année prochaine, cette cité sera considérée comme une ville touristique, une ville ancienne qui va bénéficier de l'appui nécessaire pour développer le tourisme au niveau de la région. Mise en place d'infos pour les artisans. Donc, on se dit que 200 coopératives seront appuyées. Et ces coopératives, ce n'est pas coopératives nécessairement féminines, mais c'est des gens qui peuvent s'associer pour faire quelque chose. Je ne sais pas, de plomberie, des jeunes qui peuvent s'associer pour faire l'élevage, des jeunes qui peuvent s'associer pour faire quelque chose. Donc, on va les appuyer. Par rapport à l'hydraulique, c'est un sujet qui intéresse tout le monde et nous sommes là aujourd'hui par rapport à ça. Et nous avons un certain nombre de programmes. Le premier programme, c'est le programme d'amélioration de l'accès à l'eau potable en milieu urbain. Et ce que nous visons, c'est que le taux d'accès potable soit de 60%. C'est-à-dire que d'ici la fin de notre programme, qui est 2022-2025, qui est 60% de taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain. Et il y a toutes les activités qui sont là. Et c'est la mise en œuvre de l'extension du réseau d'eau des centres urbains, le renforcement du système d'appui de Khabou et son extension aux localités environnantes. Khabou, vous savez, c'est un chef-lieu de Moukata. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Khabou qui est là. C'est un chef-lieu de Moukata qui, depuis pratiquement 7 ans, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et c'est inconcevable. Donc, il y aura un programme spécial pour Khabou. Le renforcement des localités situées sur la tracée Gourey-Ouliengé pour l'approvisionnement en eau de Kifa. Il y a un gigantesque projet qui a reçu tous les financements. L'eau va partir du fleuve, ça va traverser le Guidimaka pour aller à Nassaba et ce qu'on appelle le projet Kifa. Et ce projet, il y a à peu près 92 localités qui seront approvisionnées, dont à peu près 44 ou 43 localités qui seront situées au niveau du Guidimaka. Donc, on attend beaucoup de choses par rapport à ce projet. Le programme, c'est le deuxième programme, c'est le programme d'amélioration de l'accès à l'eau potable en milieu rural. Donc, c'est le projet de Kifa rentre dans ça. Et nous voulons un taux d'accès à 60%. Et l'extension des capacités des appuis de Sidi-Babi et le raccordement des localités de la Moukata. Sidi-Babi, il y a de l'eau au niveau de la ville, ça abonde. Mais il y a beaucoup de quartiers périphériques qui n'ont pas d'eau. Et il faut faire une extension pour que ces localités ou ces ménages aient de l'eau. La réalisation du système d'appui à Wompo et raccordement de toutes les localités de la Moukata. Wompo aussi, c'est une commune, c'est un chef-lieu de Moukata et il y a de l'eau à Wompo même, mais dans les environnements, il n'y a pas d'eau. Programme d'eau en milieu scolaire. Vous savez,
on construit des écoles. Souvent, il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de latrine. Et c'est une source d'abandon des filles, surtout. Les filles, elles abandonnent parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas de latrine. Même les garçons, bon, arrivés à un certain âge, on n'est pas prêt à aller faire la défécation à l'air libre. D'ailleurs, tu peux perdre des cours. Donc, la problématique de l'eau, c'est un problème très sérieux. Donc, on vise que 50% des écoles soient raccordées à l'APE. Donc, au niveau des villages, chaque fois qu'il y a un village qui a de l'eau, il faut raccorder les établissements pour au moins aussi assurer la continuation ou que les enfants puissent continuer à l'école. Donc le raccordement de toutes les écoles complètes ou des écoles qui ont un effectif de 200 habitants. Les écoles complètes, c'est les écoles qui vont du CP1 jusqu'au CM2 et ou des écoles qui ont 200 élèves, il faut les raccorder au système d'approvisionnement de la localité. Vous savez, le problème de l'eau, c'est toujours... Et l'autre programme, c'est le programme d'eau pastorale. Nous venons de voir que 68% ou 67% des Mauritaniens ou des gens du Guidimaka font de l'élevage. Quand tu fais de l'élevage, il te faut... L'animal, il doit boire. Donc, et on a prévu 40 nouveaux points d'eau pour réaliser un programme d'eau pastorale. Donc, on a prévu un programme d'eau pastorale avec 40 nouveaux points d'eau pour les éleveurs. Parce que sans ces animaux, nous ne pouvons pas vivre, nous les humains. Structure de gestion et suivi. Programme de renforcement des structures de gestion et de suivi de l'hydraulique. Donc, il ne sert à rien de creuser ou de faire des puits ou de faire des forages sans mettre en place un système de suivi et de gestion. Donc, on vient de voir, moi je suis de Hompou, j'étais à Hompou la semaine passée. C'est une localité d'à peu près 3 ou 4 000 habitants. Il y avait une pompe qui était en panne. Nous sommes restés 3 semaines sans eau. Au fleuve, les gens ils vont dans les forages, des forages qui ne donnent pas. Mais l'approvisionnement en eau potable était suspendu parce qu'il manquait il n'y avait pas de pompe. C'est désastreux quand même à ce. Sidi Babi, la ville de Sidi Babi, il y avait un problème. Il y a eu des inondations il y a 2, 3, 4 ans. C'est la même chose. Et la ville de Sidi Babi, c'est la capitale régionale, elle était restée parce qu'il manquait une seule pièce dans l'armoire qui commande le système et on est resté des semaines sans eau, au moins 2 semaines sans eau. Donc, notre temps, c'est de réduire le temps d'intervention à moins de 24 heures. C'est-à-dire quand il y a un problème quelque part, que cette intervention, le problème soit résolu en moins de 24 heures. Donc, c'est réalisé suivant l'approche APEP, un programme couvrant toutes les localités rurales de la région, mettre en place un comité régional de l'hydraulique. Alain, vous savez que ça, c'est venu avant. C'est ce qui nous amène ici aujourd'hui, mais on l'avait déjà mentionné dans notre plan. Et le deuxième, c'est la convention des délégataires révisée. On parlait de ces délégataires, vous n'êtes pas là, mais le délégataire, par rapport à l'électricité, par exemple, il devrait fournir l'électricité 18 heures sur 24 heures. Mais ce qu'on constate, ils peuvent donner 6 heures, ils peuvent donner 2 heures, ils peuvent ne rien donner par 24 heures. Et ça, c'est toujours comme ça. Et d'ailleurs, je pense que le gouvernement a pris la décision d'arrêter les conventions avec les délégataires et de les faire remplacer avec les services de l'État. Donc ça, c'est quelque chose qui est résolu. Renforcer les moyens humains et financiers de la délégation régionale de l'hydraulique. Par rapport aux déchets, il n'y a pas un endroit. Donc, c'est le programme de gestion des déchets et de soutien aux latrines domestiques en milieu rural. Et la défécation libre au Guidimaka est toujours
des règles. Il y a beaucoup d'endroits où les gens ils prennent leur bouillard, ils partent quelque part, derrière un arbre, derrière une dune, pour déféquer librement. Et notre objectif, c'est que 100% des ménages utilisent des latrines au niveau des ménages. Par rapport à l'énergie, donc le programme d'électrification des centres urbains et ruraux. Notre objectif, c'est que le taux d'accès à l'électricité soit de 80%. Je disais tout à l'heure qu'il y avait ces 9 localités sur les 500 et quelques localités qui avaient de l'électricité. Mais sur ce plan, on peut dire qu'il y a eu déjà des choses qui sont engagées. La réalisation de la boucle 33, Kaïdi, Gourey, Bout, c'est-à-dire que c'est une boucle qu'on dit agricole qui va de Kaïdi, qui va passer par Bout, qui va longer le long du fleuve et qui va remonter et qui va partir sur Bout. Pour ceux qui connaissent la carte du Guidimaka. Et il y aura beaucoup de localités qui seront électrifiées et peut-être aussi c'est le début de l'utilisation de l'électricité pour l'agriculture. Et ce projet, on peut dire qu'il a déjà été, le président de la République a déjà posé la première pierre de ce projet. Et la réalisation de la ligne 33K, Sidi Babi Kifa, aussi, c'est quelque chose, le projet avait avancé, mais les gens, ils avaient prévu des poteaux métalliques, mais ils ont dit qu'il faut des poteaux en béton. Donc, c'est ce qui retarde le démarrage de ce projet. Et la réalisation du projet BEST, du projet électrique BEST, c'est un projet aussi, c'est le projet financé par la Banque mondiale. Et ce projet, pour ceux qui connaissent la carte du Guidimaka, malheureusement, je ne l'ai pas présentée, c'est que sur les grands axes, ce projet BEST, il va faire des bretelles entre les grands axes. En d'autres termes, sur l'axe fleuve et l'axe, la route Sidi-Babine-Bout, toutes les localités qui sont entre ces deux axes, il y a le projet BEST, il viendra pour électrifier toutes ces localités qui existent entre ces localités. Donc, si ces 3 projets, on peut dire que vraiment, ils sont réellement, si on est optimiste aujourd'hui, moi je suis très optimiste, parce que la première pierre de ça s'est posée. Ça, ils sont en train de changer les poteaux. Ils ont déjà commencé à poser les poteaux. Ça, c'est la Banque mondiale, c'est pratiquement arrivé. Et on pense que ce problème d'électrification, on pense que d'ici 2 ans, 1 an, 2 ans, ce sera, pas 1 an, 2 ans, mais 1 an, 2 ans, on verra que les projets seront mis en œuvre au niveau du Guidimaka et que d'ici 4 ans, 5 ans, la plupart des localités, ce taux de 80% d'électrification pourra être atteint. Et le programme de promotion du gaz butane. Le gaz butane, on disait tout à l'heure que 79% des ménages utilisent le bois. Ils n'ont pas autre chose, ils n'ont pas d'autre alternative. Même si le gaz existe, ce n'est pas tous les ménages qui peuvent acheter du gaz. Parce que la bouteille de gaz, je crois que ça coûte 3 000 ou 4 000 ouguiya. La bouteille de 12 kilos. Et il n'est pas permis à tous les ménages, à n'importe quel ménage, de payer du gaz. Mais, heureusement, je pense que d'ici 2 ou 3 mois ou quelques mois, la Mauritanie sera producteur de gaz, sera productrice de gaz. Et je pense que cet objectif aussi pourra être atteint en orientant les gens vers l'utilisation du gaz à des coûts abordables. Pour ce qui est du transport, le programme c'est la région la plus enclavée de la Mauritanie. Et on disait tout à l'heure que nous n'avons que 117 km de route bitumée. Donc, voilà des projets de route que nous avons inscrits dans nos plans. Et c'est le schéma directeur de désaménagement, la réalisation de la route Oulinger-Sidi-Babi-Khabou, ça c'est en cours, ils sont en train de faire ça maintenant.
la réalisation de la route Magama-Wompu-Gourey, c'est ce qui va suivre la boucle 33 de l'électricité aussi. La réalisation de la route Bouanz, Dafor, Tektake, Ouliengé. Les gens de Bouanz, je crois que l'aménagement de la route Laharaj, Ouliengé, l'aménagement de la route Ar-Sédibabi, l'aménagement de la route Hassi-Chagar, Sédibabi, l'aménagement de la route Ouloumboni, la route nationale, création d'une brigade d'entretien de route. Donc on prévoit à peu près 400 et quelques kilomètres de route bitumée et l'aménagement du débarcadère pour le transport fluvial à Gourey. Vous savez, avant les années 73, il y avait un bac au niveau de Gourey. Mais ce bac est noyé et depuis lors, il n'y a plus eu de bac. Et nous sommes en train de demander l'ouverture ou la mise en place de ce bac qui va relier, c'est comme Rosso, qui va relier Gourey à Bakel, Sénégal. Donc, ça aussi, c'est l'une de nos prérogatives, de nos doléances. Il y a aussi le problème de l'aéroport. Et ça a été visité à plusieurs reprises. L'aéroport a été visité à plusieurs reprises. Si vous partez même, il y a l'échelle qui est là-bas. Et on nous dit demain, aujourd'hui. Mais je sais que ça sera ouvert bientôt. Et donc, c'est l'aéroport de Sédibabi. Ça sera ouvert bientôt, Inch'Allah. Le deuxième levier, on a dit développer l'accès aux services sociaux de base. Nous étions sur l'économie. Comment faire pour booster l'économie au niveau du pays. Maintenant, c'est l'accès aux services sociaux de base. Ça, c'est le deuxième accès, c'est l'éducation d'abord. Donc, par rapport à l'éducation, on a un programme de promotion de l'enseignement préscolaire. On disait tout à l'heure que l'enseignement préscolaire n'existe pas du tout au Guidimaka. Et nous envisageons que 10% des enfants fréquentent le préscolaire. Nous sommes à 0 maintenant, mais on se dit que d'ici fin 2025, que 10% de nos enfants fréquentent le préscolaire. Le taux de complétude à 75%. Ça, c'est le programme d'amélioration des conditions de travail du personnel enseignant. Vous avez des enseignants qui sont là, ils sont dans des villages souvent, sans logement. Bon, ou bien les locaux sont vétustes, donc, et ils ne sont pas encadrés par le comité, par les parents d'élèves. Il y a un parent d'élève qui est là, et qui ne signale pas toujours l'absence, etc. Donc, tout cela, il faut qu'on voit tous ces aspects pour que les enfants, puisque 75% des enfants complètent leur formation. Il n'y a pas de téléphone ici. Et réduire aussi le taux d'absentéisme, c'est-à-dire que les enseignants, vous avez souvent dans les villages, les enseignants, ils sont absents, ils ne sont pas présents au niveau, ils s'absentent. Et souvent, c'est le directeur qui ne signale pas, ou l'autorité, le maire, etc. Tout ce monde ne fait pas son travail pour la présence effective des enseignants. Toujours par rapport à l'éducation, il y a beaucoup de programmes par rapport à l'éducation. Hein. C'est comme l'eau. Et tout est intriqué. Pardon. Donc, programme d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Ça, nous ne pouvons pas le faire, mais il faut nécessairement l'appui du niveau central. Donc, le taux de réussite au bac doit passer de 30%. Je pense que l'année passée, nous étions à 16% de taux de réussite au bac. Et on envisage un taux de réussite de 30%. Et le taux net de scolarisation, nous avons un taux de scolarisation qui est très bas. Et en construisant des salles de classe et en fournissant des tables-bancs, on peut améliorer le taux de scolarisation. Le taux de scolarisation au niveau du secondaire aussi, c'est l'améliorer jusqu'à 30%.
toujours par rapport à l'éducation, on a de gros problèmes par rapport à l'éducation. Donc, programme de renforcement de la scolarité des enfants vulnérables. Les enfants vulnérables, bon, ce sont les enfants, c'est de faire de telle sorte que les enfants qui sont hors du système éducatif soient de 30%, ce qui est très élevé actuellement. On est à presque à plus de 50% qui sont hors du système. Accorder des subventions mensuelles pour les ménages les plus pauvres pour encourager la scolarisation des enfants, créer des cours de renforcement au niveau de créer des établissements d'enfants vivant avec le handicap. Donc, tout ça, il y a des enfants qui sont handicapés. Dès que l'enfant est handicapé, il est laissé pour compte. On va dire que non, il ne peut pas aller à l'école, alors qu'il faut bien suivre des cours à l'école et être brillant au niveau de l'école. Programme de renforcement des capacités d'accueil des structures de formation professionnelle. De renforcer les capacités d'accueil de l'école d'enseignement technique, formation professionnelle, réaliser un programme annuel de formation pour 1000 jeunes, en formant 200 jeunes annuellement. La santé. C'est le programme de santé infantile d'abord. C'est renforcer le programme de santé. Le taux d'enfants ayant reçu des vaccins appropriés pour le premier âge à 40%. Donc, la vaccination est fondamentale parce qu'on vaccine contre à peu près 8 ou 9 maladies. Et ces 8 ou 9 maladies protègent ces enfants contre ces maladies. Donc, il faut nécessairement assurer cette vaccination régulière des enfants. Et par rapport au deuxième point, c'est le nombre de décès de nouveau-nés enregistrés. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de nouveau-nés qui décèdent. Il faut essayer d'avoir un registre pour ça, pour avoir des informations et agir en conséquence. Et par rapport à la malnutrition aussi, beaucoup d'enfants meurent de malnutrition et on doit lutter contre cette malnutrition qui affecte la croissance des enfants. Ils y meurent et affectent leur croissance, leur capacité cognitive. Quand un enfant a faim, il ne peut pas apprendre. Donc, il faut lutter contre la malnutrition. Et aussi, nous avons les unités de santé de base qu'on doit rendre opérationnelles. 100% des unités de santé de base doivent être opérationnelles. Toujours par rapport à la santé, c'est améliorer le programme d'amélioration de la santé maternelle. On était chez les enfants, maintenant on est au niveau de la maman. Et l'enfant sans la maman ou la maman sans l'enfant, ce couple doit être préservé. Donc, création d'unités de santé dans toutes les wilayas. Taux de CPN 4, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand une femme est enceinte, il faut qu'elle fasse 4 consultations prénatales. Et c'est très bas chez nous, on envisage de faire 50%. Doter tous les postes de santé viables de sages-femmes et d'infirmières. Il n'y a pas assez de sages-femmes, donc il faut affecter des sages-femmes. Donner l'accès au forfait obstétrical. En quoi consiste le forfait obstétrical? Le forfait obstétrical, c'est qu'une femme, quand elle est enceinte, elle paye. Dans le temps, c'était 5 000 ouguiya, ça dépend des structures, 5 000 ouguiya ou 10 000 ouguiya. Tu payes 10 000 ouguiya et c'est fini pour toute ta grossesse. Tu es suivi, même s'il y a une intervention chirurgicale, on ne souhaite pas, même si tu dois faire une césarienne, ce sont ces 5 000 ouguiya que tu as payé qui te couvre. C'est une mutuelle de santé, en fait, chez les femmes enceintes. Donc, 80% des femmes ont accès à la mutuelle. Taux d'utilisation des méthodes contraceptives, il est très faible, il est d'environ 10%, et on voulait arriver à 30%. Toujours par rapport à la santé, le premier programme, c'est le programme de mise aux normes des infrastructures sanitaires et d'amélioration des accès aux soins. C'est améliorer la fréquentation des formations sanitaires. FOSA, c'est formation sanitaire. On est à 75%. Là, dans l'analyse de situation, je disais que c'était à 65% ou 64%.
et c'est de porter ce taux à 65%, 75%. Donc, aussi un programme de renforcement du dispositif régional de suivi de la santé. Et ça aussi, c'est que lorsque nous visons 10% des situés à 60 km de minute d'une FOSA. C'est-à-dire que les gens, quand ils marchent pour aller rejoindre une formation sanitaire, qu'ils ne fassent pas 1 heure de temps pour joindre une formation sanitaire. C'est 1 heure de temps ou 5 km ou 10 km 5 km de rayon. La protection sociale. Bon, ces choses, je crois que je vais passer sur ça parce que ce sont des choses qui sont un peu difficiles à faire comprendre. Là, quand on dépasse la santé et la protection sociale, vous savez, il y a le registre social qui est là et qui... beaucoup de gens sont inscrits et le gouvernement est en train de faire son possible pour prendre tous ces mondes en charge correctement. La protection de l'enfance, ça aussi, ce sont des programmes que nous avons. Voilà. Programme de protection des droits de l'enfant, etc. Donc tout ça, bon, ce sont des choses qui ne... Le renforcement de la gouvernance. Vous savez, tout ce que nous sommes en train de faire, tous les problèmes qui se posent à nous dans les pays sous-développés, c'est la gouvernance. Quand une chose est mal gérée, si ce n'est pas géré correctement, et donc c'est pour cela qu'on a mis des programmes de gestion, des programmes de gouvernance, aménagement du territoire en termes de gouvernance. Donc voilà, ça sont des choses, je passe dessus rapidement parce que ça sont des choses, il faut la volonté de l'État, il faut que l'État s'investisse parce que ce qui vous en tant qu'émigrés, ce qui vous intéresse surtout, c'était l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc., tout ça, l'éducation, la santé. Bon, ça, ce sont des programmes. Effectivement, vous pouvez vous intégrer, mais je passe dessus rapidement pour passer aux discussions. La gouvernance territoriale, programme de renforcement et d'appui des acteurs de la société civile. Bon, tout ça, ce sont des choses qui... La jeunesse, bon, ça c'est pour vous dire que tous ces aspects sont inclus dans notre programme. La jeunesse, la protection sociale, les associations, et le financement du plan. Donc ce plan, on l'a fait, et ça coûte des milliards. Et si on dit que pratiquement ce plan, il y a des débuts de financement, on peut dire que ça coûte 11 milliards 203 millions d'Ouguiya. Cela veut dire que si vous prenez l'ancienne Ouguiya, et vous prenez, ça fait 112 milliards, et vous le divisez par si vous faites la conversion en euros, vous allez trouver le truc en euros, vous allez trouver le montant en euros. C'est ce qu'il faut pour développer, pour couvrir ce plan. Et quand vous regardez, le transport, il prend 56 millions, presque la moitié. 55 milliards. Et par rapport à ça, c'est pratiquement 50%. Ensuite vient l'énergie. Et ces deux, on peut dire pratiquement, parce que je vous disais, pour l'électrification, on est pratiquement sûr. C'est pas qu'on est sûr, mais les financements sont déjà mobilisés. Le président a déjà inauguré la boucle et les travaux sont en train de se faire. Les routes Sédibabi-Khabou, la route Ouliengé-Sédibabi, tout ça sont en cours de réalisation. Donc ces deux gros morceaux sont déjà en cours et sont bien avancés. Le problème, c'est l'éducation, l'aménagement du territoire, l'hydraulique, la santé,
et même la santé aussi, il y a des postes et centres de santé qui sont en construction. L'élevage, la gouvernance, l'agriculture, tout ça, ce sont des aspects qui restent encore à financer. Et c'est dire, bon, tout ça, ce sont des... Donc, voilà notre scrap. Quand vous la regardez, on part de l'éducation. C'est ça la scrap. L'éducation, la santé, l'hydraulique, l'agriculture, l'élevage, l'environnement, le transport, l'énergie, le commerce, le tourisme, la culture, le sport, la jeunesse, la protection sociale. J'ai sauté et j'ai mis ça en rouge. Et c'est ça l'essentiel. Quand on fait tous ces programmes sans bonne gouvernance, sans bonne gestion, sans la gouvernance, on ne pourra pas aboutir. Donc, c'est dire que tout ça c'est beau, mais il faut un système de gestion efficace, il faut une bonne gouvernance pour que nos programmes puissent aboutir. Et je vous remercie.